Il y a une machine monstre cachée sous Tokyo, capable d'engloutir des rivières. Les ingénieurs l'ont construite pour protéger l'une des plus grandes villes du monde contre les typhons qui peuvent inonder des quartiers entiers en quelques heures. Ils ont installé le plus grand système anti-inondation au monde, à environ 50 mètres sous terre, où il veille comme un bouclier silencieux contre les tempêtes. Quand des pluies extrêmes frappent, ce système capte l'eau de plusieurs rivières et l'éloigne des rues, des habitations et du métro avant que les dégâts ne commencent. Un seul typhon puissant pourrait noyer Tokyo, mais cette divinité souterraine des eaux fait tout simplement disparaître les inondations. La plupart des habitants ne la voient jamais, même si ce géant de béton a déjà sauvé leur quartier plus de 100 fois. C'est indispensable ici, car le Japon est dans une des zones météorologiques les plus dangereuses du monde. Les courants océaniques chauds percutent l'air froid, et cette collision engendre des typhons. Ajoutez des montagnes qui pressent les nuages comme des éponges, et les rivières gonflent à toute vitesse. Tokyo ne s'étale pas sur un désert plat. La ville s'étend sur des plaines basses où l'eau cherche naturellement à s'accumuler. Quand la pluie tombe trop fort, elle dévale les pentes comme une foule sortant d'un stade. Avant les systèmes de protection, les inondations ravageaient les quartiers, détruisaient les infrastructures et forçaient les familles à se réfugier sur les toits. C'est pourquoi les autorités de Tokyo ont dû trouver une solution. Laissez-moi vous présenter ce mastodonte, le projet Gekans, officiellement appelé le canal souterrain de décharge extérieure de la zone métropolitaine. Les ingénieurs l'ont creusé sous des banlieues ordinaires, pas sous les gratte-ciels du centre-ville, parce que c'est là que les rivières s'infiltrent en premier. Le système plonge aussi profond qu'un immeuble de 50 étages couché dans le sol. Et on a l'impression de marcher dans un temple de science-fiction oublié. Son cœur est une cavité de près de 180 mètres de long, soutenu par 59 piliers de béton, chacun haut comme un immeuble de 7 étages et pesant environ 500 tonnes, soit le poids d'un Boeing 747 à pleine charge. Pendant les typhons, la ville déverse littéralement des rivières dans la terre. De nombreux cours d'eau de la région de Tokyo se connectent à ce système comme des veines menant à un cœur mécanique. La gravité entraîne l'eau à travers plus de 6 km de tunnels, inclinés à des angles précis pour que rien ne stagne, rien ne refoule et rien ne dérape. Les ingénieurs ont calculé chaque centimètre comme des chirurgiens préparant une opération. S'ils se trompent, l'eau inondera les quartiers. Les tunnels agissent comme des autoroutes souterraines, éloignant les crues des habitations pour les conduire droit dans le ventre du système. Puis viennent les pompes, de véritables monstres. Chacune fait à peu près la taille d'une petite maison et se met à rugir quand l'eau monte trop haut. Ensemble, elles peuvent déplacer environ 200 mètres cubes d'eau par seconde. Ça veut dire qu'une piscine olympique se vide en environ 12 secondes. Les pompes ne combattent pas la nature, elles la redirigent. Depuis la mise en service du système, les opérateurs l'ont activé plus de 100 fois. Chaque activation représente une catastrophe qui n'a pas eu lieu. Rien qu'en 2008, le Gekans a absorbé plus de 11 millions de mètres cubes d'eau, de quoi recouvrir des quartiers entiers. Le projet a pris près de 14 ans et a coûté environ 2 milliards de dollars. Les ingénieurs ont traité chaque boulon comme une décision vitale, parce que les erreurs sous terre ne cassent pas du matériel. Elles brisent des villes et des vies. Les jours de calme, les salles semblent abandonnées et inquiétantes. Les jours de tempête, elles deviennent le super-héros invisible de Tokyo. Des dizaines d'opérateurs travaillent en temps réel, surveillant les niveaux des rivières, les cartes de précipitation et les débits comme des contrôleurs aériens pour l'eau. Ils communiquent sans arrêt, ajustant les vannes, les clapets et la vitesse des pompes. Le plus fou, c'est que la plupart des habitants ne visitent jamais la structure qui les protège. Les touristes marchent dans les rues, prennent le train, font des selfies, sans se douter que sous leurs baskets, des rivières font la queue pour se faire avaler par le béton. Le Gekans n'arrête pas les typhons, rien ne le peut, mais il fait gagner du temps, de l'espace et de la sécurité. C'est comme installer des airbags dans la terre elle-même. Les inondations ne sont pas le seul cauchemar du Japon. Les îles se trouvent à la jonction de 4 plaques tectoniques. Quand elles frottent, elles libèrent de l'énergie sous forme de séismes. Environ 1500 tremblements de terre par an. La plupart sont à peine perceptibles, mais certains secouent les villes comme des canettes de soda. Avant l'ingénierie moderne, les séismes écrasaient les maisons en bois, brisaient les ponts et transformaient les rues en puzzles. Alors, le Japon a réécrit les règles de l'architecture. Au lieu de construire des tours rigides qui cassent comme des branches sèches, les ingénieurs ont conçu des bâtiments qui bougent.
Ils utilisent des amortisseurs, des fondations glissantes et des joints flexibles. Quand le sol bouge, les bâtiments oscillent au lieu de se briser. Aujourd'hui, environ 87% des nouveaux bâtiments au Japon peuvent résister à des séismes majeurs, et beaucoup d'anciens sont modernisés avec des technologies récentes. Certaines tours utilisent même d'énormes pendules internes qui oscillent à l'opposé du séisme, annulant le mouvement comme un casque anti-bruit pour bâtiment. D'autres reposent sur des patins en caoutchouc et des rouleaux en acier pour que la structure entière glisse au lieu de se fracasser. Maisons, écoles, bureaux, la résistance au séisme fait partie de l'ADN architectural du Japon. Le Japon n'est pas le seul pays à dompter les éléments. Il existe un méga projet incroyable aux Pays-Bas, le Delta Works. Les Néerlandais font face à une menace plus constante, la mer du Nord elle-même, qui pousse sans relâche contre les terres. Ils composent avec l'eau depuis si longtemps que près d'un tiers de leur pays se trouve sous le niveau de la mer. Et des millions de personnes vivent là où l'océan se déverserait volontiers à la moindre brèche. En 1953, une immense tempête en mer du Nord a noyé près de 1836 personnes et englouti d'immenses étendues de terres agricoles et de villes. C'est ce qui a donné naissance au Delta Works, un réseau de barrages gigantesques, de digues anti-tempête, d'écluses et de polders. Sa construction a pris plus de 40 ans. Les ingénieurs ont bâti un maillage défensif dans le sud-ouest des Pays-Bas pour raccourcir les portions de côtes vulnérables de plusieurs centaines de kilomètres et réduire les terres exposées aux tempêtes. Le cœur du méga-projet est une structure de près de 10 km de long, faite de piliers en béton imposants et de vannes massives qui se ferment quand la mer menace. La plupart du temps, ces portes restent ouvertes, laissant les marées circuler et préservant l'écosystème marin local. Mais quand une grosse tempête approche, les opérateurs activent le système et les portes se dressent comme une forteresse d'acier face à la mer. Les barrages et les digues du Delta Works ont transformé des estuaires à marée en lacs d'eau douce plus calmes, ouvrant de nouvelles possibilités pour l'agriculture, les transports et les réserves naturelles. Des routes et des ponts traversent désormais des eaux qui séparaient autrefois les îles du continent. Bien qu'une grande partie du système ait été achevée il y a des décennies, les conditions actuelles poussent sans cesse les ingénieurs à penser à l'avenir. La montée des eaux et l'intensification des tempêtes obligent les Néerlandais à améliorer constamment leurs barrières et leur renforcement. Maintenant, direction Venise, en Italie. Elle flotte littéralement sur une lagune avec des canaux serpentants entre des bâtiments anciens et des places à peine plus hautes que le niveau de la mer. Cette beauté s'accompagne d'un sérieux problème. Quand la mer Adriatique pousse avec des marées anormalement hautes, l'acqua alta, les rues historiques, les églises et les monuments peuvent disparaître sous des dizaines de centimètres d'eau. Après une inondation dévastatrice en 1966, l'Italie a décidé qu'il fallait agir et ils ont construit le MOSE, le module expérimental électromécanique. Ce n'est pas un mur ni un barrage unique, mais un ensemble de 78 vannes massives en acier cachées sur le fond marin aux 3 passes qui relient la lagune de Venise à la mer Adriatique. En conditions normales, ces barrières reposent à plat sous l'eau, invisibles pour les bateaux comme pour les touristes. Mais quand les prévisions annoncent des eaux dangereusement hautes, les opérateurs injectent de l'air comprimé dans les caissons creux pour en expulser l'eau, les faire remonter en moins de 30 minutes et créer un mur temporaire entre la mer et la lagune. Ce mur peut retenir des marées jusqu'à environ 3 mètres au-dessus du niveau normal de la mer. C'est suffisant pour protéger la ville de la plupart des crues historiques. Quand le danger passe, l'eau remplit à nouveau les caissons et ils redescendent. Les ingénieurs ont conçu le MOSE pour que les vannes puissent fonctionner individuellement ou par groupe, offrant une flexibilité supplémentaire selon le comportement de l'eau. Cette précision est cruciale car la lagune n'est pas qu'une étendue d'eau, c'est un écosystème fragile qui a besoin du flux des marées pour rester en bonne santé. La construction du MOSE a pris des décennies, connu des explosions de coûts et des retards et suscité un débat sur sa capacité à faire face à la montée des eaux. Mais quand les vannes se dressent et gardent Venise au sec pendant les grandes marées, on entrevoit ce que l'ingénierie moderne peut accomplir quand elle affronte à la fois l'histoire et la mer.